Faut pas se mentir, il faut toujours rappeler que ces alternatives végétales sont moins saines que manger des végétaux bruts. Voilà, manger une saucisse végétale, ça sera toujours moins sain que manger des lentilles. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, il y a une double dimension, c'est que les alternatives végétales sont quasiment à 100% plus saines que les versions carnées qu'elles visent à remplacer. Et en pratique, vous ne remplacez jamais des lentilles par une saucisse végétale, vous remplacez une saucisse carnée par une saucisse végétale. Et lorsqu'on fait ce switch-là, cette opération-là, là, en termes de santé, de maladies cardiovasculaires, de cholestérol, de gras saturé, etc., là, on y gagne. Sachant que les marques végétales doivent montrer patte blanche pour se faire une place sur le marché, on leur demande beaucoup plus que les marques qui ont déjà leur réputation et qui sont déjà en rayon. Et du coup, en général, les marques d'alternatives végétales font des efforts significatifs sur la composition. Donc, vaut mieux manger brut, mais bon, globalement, lorsqu'on transitionne d'un produit carné à un produit végétal, ça reste intéressant. Eh bien, bonjour tout le monde. On va attaquer cette nouvelle conférence. Je vais faire une petite intro. Ensuite, les intervenants vont se présenter. Je poserai quelques questions. J'ai réservé un bon 15 minutes pour que vous puissiez poser les vôtres. Donc, n'hésitez pas à en préparer. Et ensuite, on fera 5 minutes de conclusion pour terminer. Ça va aller très vite. Et du coup, pour commencer, je voulais attaquer en disant qu'on avait tous entendu en tant que vegan ou végétalien sur les réseaux sociaux ou dans notre entourage, c'est super, être vegan. Alors, pas sur tous les réseaux quand même, mais ouais, vegan, pourquoi pas, mais si c'est de l'industriel, très peu pour moi. Et je voulais commencer par parler de ça parce que je pense que c'est une critique qu'on nous fait assez régulièrement et peut-être voir ce qui se cache derrière cette critique. Bon, déjà, la première chose qu'on peut peut-être soupçonner, c'est que c'est une stratégie d'évitement. Bah ouais. Puisque les scientifiques disent qu'on peut être vegan et en bonne santé, bon bah maintenant faut trouver autre chose. Et c'est bien pratique pour ne pas parler des millions d'animaux qui sont exploités et tués dans les abattoirs. Mais peut-être aujourd'hui on va être charitable et se dire qu'il y a une vraie critique derrière tout ça. Et peut-être que cette personne, elle se pose des questions et est très inquiète pour sa santé. Peut-être qu'elle se pose question de l'impact sur l'écologie, sur la planète, ou peut-être qu'elle se pose aussi la question de où est l'arnaque quand Fleury-Michon commence à faire des tranches VG. Donc on va essayer d'explorer un peu toutes ces questions avec nos différents invités, que je vais laisser présenter parce qu'ils font tous 10 000 choses et j'ai pas réussi à résumer. Bonjour à toutes et à tous, et en tout cas merci d'être là. Donc, je suis Nicolas Ders. J'ai cofondé et dirigé un festival qui s'appelle le Smile Vegan and Pop Festival, qui est le plus gros festival vegan à Paris. Et j'ai travaillé 4 ans pour le groupe Carrefour pour mettre en place leur stratégie plant-based au niveau du groupe, en interne chez Carrefour. Et je m'occupe maintenant de Fluctuation, qui est un festival qui arrive à Strasbourg, 22 au 24 août, je fais un petit coup de pub quand même, et d'une association qui s'appelle Interveg, qui rassemble des entreprises, les principales d'alternatives à la viande pour l'instant françaises, donc La Vie, Apivore, Arienco, Accro ou Miami, pour mettre en place des actions de lobbying réglementaire et de communication grand public pour accélérer la transition vers une alimentation plus végétale. Et merci encore d'être là. Bonjour, je suis Simon Ferniaud et moi je suis entrepreneur dans le food depuis une vingtaine d'années, principalement dans l'alimentation végétale et fermentée. Des marques comme Karma Kombucha ou les yaourts Tia, et puis plus récemment une entreprise d'alternatives végétales au poisson qui s'appelle Olala. On fait du poisson végétal. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Florie Montpeureux. Je me suis intéressé au végétal il y a une dizaine d'années quand je suis devenu vegan moi-même.
Et depuis, j'ai travaillé à faire en sorte que la question de la végétalisation de l'alimentation devienne une question un petit peu plus sociétale. Et du coup, j'ai travaillé dans différentes associations. J'ai accompagné des collectivités, des membres du gouvernement, des villes, etc., pour qu'ils se saisissent de cette question. Et aujourd'hui, je suis expert environnement à la Banque mondiale pour intégrer des problématiques liées à la transition alimentaire dans des grands plans de transition et puis intégrer l'alimentation dans les stratégies de lutte contre le dérèglement climatique. Merci, bonjour. Moi, c'est Willy Berton, chef de cuisine, chef consultant. J'ai eu 5 restaurants dans le sud de la France et il y a quelques années aussi à Strasbourg. Je suis le premier restaurant à être rentré au guide Michelin et le premier maître restaurateur vegan de France en étant vegan du coup. Aujourd'hui, je suis consultant, donc j'accompagne les restaurants tradis qui ont besoin de végétaliser leur carte, qui ne savent pas comment, qui n'ont pas le temps de sourcer, enfin voilà. Je fais de l'enseignement, enfin voilà, je fais plein de choses en rapport avec le végétal et surtout en rapport avec la restauration. Comme je vous ai dit, surtout l'accompagnement et faire comprendre aux restaurants tradis qu'ils ont plus qu'intérêt à avoir une offre végétale. Et la dernière chose, je suis ambassadeur pour la marque Planted, qu'on va vous faire déguster si vous êtes sympa durant ou à la fin de cette petite conférence. J'avais une toute première question pour vous. C'est quoi votre rapport personnel en fait au simili carné, au simili fromage? Est-ce que ça a joué un rôle dans votre manière de consommer, soit en étant devenu vegan du coup, voilà. C'est quoi votre rapport au simili carné et au simili fromage? Bah, moi, je peux commencer si vous voulez, parce qu'en plus, j'ai vraiment l'étiquette. Cuisinier qui recrée en végétal les classiques de la cuisine. C'était d'ailleurs ma signature culinaire, ce qu'on appelle. Et moi, j'ai concrètement pas arrêté de manger de l'animal par éthique au départ. Je l'ai vraiment arrêté par question perso. Je voulais plus manger. Et en fait, j'ai toujours eu besoin de manger des choses qui ressemblaient à. Même malgré que j'ai transité, même malgré que ça fait 10 ans que je suis vegan, et d'où le fait aussi d'être ambassadeur de la marque Planted. Donc moi, je sais que c'est quelque chose que je recherche beaucoup, et je pense aussi que pour la transition, en tout cas quand on passe de omnivore à végétarien à vegan, je pense que c'est des produits qui sont importants parce que on sait ce qu'on mange, on comprend ce qu'on mange. Moi, à titre personnel, pareil, j'ai toujours trouvé ça très sympa qu'il y ait des produits qui cherchent à s'approcher du goût d'autres aliments. C'est intéressant de se poser des questions au niveau chimique et comment est-ce qu'on retrouve tel goût. Pourquoi est-ce que certains goûts sont si faciles à reproduire alors que d'autres sont très compliqués à reproduire. Typiquement, les fromages de brebis, c'est très compliqué à reproduire alors qu'il y a d'autres goûts, il n'y a aucun souci. Typiquement, faire des merguez végétales, c'est parfaitement maîtrisé, il y en a dans tous les pays du monde. Voilà. Et ensuite, au niveau stratégique pour les associations et les entreprises, je trouvais que c'était tout simplement une démarche saine d'aller vers le consommateur, parce que les consommateurs, en général, disaient « je ne pourrais pas me passer de viande car le goût me manquerait trop ». Et du coup, ces produits, très souvent, ils viennent tout simplement répondre à un véritable besoin du public. Si le goût vous manquerait trop, tenez, on vous donne le même goût ou un goût qui s'en rapproche, mais sans les externalités négatives. Et du coup, je trouve que c'est une démarche assez saine de produire des aliments qui sont demandés, en fait, tout simplement. À titre perso et vegan depuis très longtemps aussi, une dizaine d'années, mon rapport à ces produits-là, il est un peu le même qu'avant. C'est-à-dire que dans mon quotidien, je cuisine quand même beaucoup, plutôt à base de produits bruts et de légumineuses et de fruits, de légumes, de céréales. Mais pour autant, comme avant, j'ai envie de junk food de temps en temps, j'ai envie de faire des carbos et une bolognaise, même si on peut la faire avec d'autres choses et avec des lentilles. Et aussi, je suis papa et il y a des jours où j'ai juste la flemme et pas le time. Donc c'est juste de la même manière que pour mon alimentation de quand j'étais omnivore, c'est exactement le même rapport. J'ai besoin de trucs simples parfois, j'ai besoin de trucs régressifs parfois. Et le plus clair de mon temps, j'utilise peu ou pas ces produits. Moi, j'ai pas un rapport très sympa avec ça, en fait. Parce que je trouve que c'est quand même globalement et très souvent pas très bon.
C'est mon goût perso. Et je trouve que c'est quand même très souvent pas très bon et qu'il y a eu des très gros progrès qui ont été faits récemment, mais que les premières générations de tous ces produits-là étaient vraiment immangeables. Et ça n'a vraiment pas servi la cause. C'est-à-dire que moi, je pense que l'alimentation, on a un rapport tellement intime avec ça et tellement émotionnel qu'on ne pardonne pas beaucoup. À titre individuel, je ne sais pas combien de fois vous retournez dans un restaurant où vous avez très mal mangé, mais c'est assez rare qu'on pardonne ce genre de truc. Et ça a beaucoup desservi la cause de toutes ces alternatives végétales au début. Et maintenant, il commence à y avoir des produits assez incroyables. Le steak que fait Planted est incroyable. Vraiment, c'est complètement bluffant. Et je trouve que les nouveaux ingrédients qui arrivent, comme le mycélium de champignons, offrent des promesses absolument folles de vraiment rejoindre, de combler ce gap qu'il y avait entre la nécessité de prendre des ingrédients et de les assembler pour faire quelque chose, et simplement maintenant commencer à avoir des vrais nouveaux aliments avec lesquels on pourra faire à partir d'un ingrédient unique, quoi. Et je trouve que c'est assez formidable. Mais jusqu'à maintenant, mon rapport a été moyennement sympa. Comme il vous a teasé le steak Planted et que je suis un mec super cool, je vous l'ai emmené. Vous allez le manger tout à l'heure. Ok, je voulais partager avec vous une statistique sur laquelle je suis tombé, qui disait que 44% des Français déclaraient avoir déjà acheté au moins un produit alternatif aux produits carnés, et qu'un Français sur 10 en achetait fréquemment, c'est-à-dire plus d'une fois par mois. Peut-être, Willy, pour commencer, ça te fait quoi d'entendre ça ? Bah, les goûts et les couleurs, hein. On peut pas contenter tout le monde, mais en vrai... Au départ, j'étais pas d'accord, et à la suite de ton explicatif, je te rejoins. Au départ, c'était vraiment pas ouf. On est d'accord. Aujourd'hui, force est de constater que ce soit le steak Planted, que ce soit même le poulet de comment ils s'appellent nos amis, Swap. Enfin, aujourd'hui, il y a des produits. Le kebab, bon, là, je prêche pour ma paroisse, mais le kebab de chez Planted, pareil. Enfin, je l'ai fait toute la semaine aux internationaux de tennis. J'ai servi, je sais pas combien de kebabs pour les visiteurs. La majeure partie des gens, si tu leur dis pas que c'est végétal, ils ne le voient pas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme tout en fait. Les alternatives sont arrivées il y a 8-10 ans. Forcément, il y a 8-10 ans, on ne pouvait pas avoir le recul et la technologie qu'on a aujourd'hui. Et surtout, tous les tests. Moi, je vois quand j'ai ouvert mon resto au départ, les premières années, et ce que j'ai fait au bout de 3, 4, 5 ans d'existence, bah forcément, ma cuisine n'était pas la même. Parce que on découvre, on fait des tests et on se rend compte que ça marche, ça marche pas. Donc oui, il y a de toute manière, même dans le carnet, il y a, pardon pour le jeu de mots, il y a à boire et à manger, quoi. Ok. Fleurimond, toi, tu as observé les différentes attaques des industriels de la viande sur les appellations des produits. À ton avis, est-ce que tu penses que ces attaques-là, elles montrent une peur des industriels de perdre des parts de marché au profit des alternatives végétales ? Oui, complètement. Et pour une raison qui est très simple, c'est que ces industriels qui ont, du coup les professionnels de la viande, hein, les multinationales de la viande, Socopa et autres, quand ils attaquent les appellations steak végétal, saucisse végétale, il y a eu ça pour les produits laitiers et autres. En fait, ce sont des personnes qui, dans leur quotidien, utilisent eux-mêmes les appellations steak végétal et lait végétal, par exemple. Donc, vraiment, il y avait des discussions entre le gouvernement et le CNIEL, le syndicat des produits laitiers, pour interdire l'appellation lait végétal aux végétaux. Et une fois que la réunion est finie, tout le monde parle de lait végétal, parce que le mot est déjà rentré dans le langage courant. Donc, on voit que c'est des batailles, en fait. La bataille culturelle est perdue. Tout le monde utilise le terme lait végétal maintenant. Mais l'idée, c'est de continuer à essayer de mettre des entraves économiques pour freiner en fait, le développement de ce marché. Et typiquement, sur le lait végétal, aujourd'hui, aux États-Unis, sur $10 qui est dépensé pour du lait, il y en a 2 qui sont dépensés pour du lait végétal. Donc la part de marché est absolument colossale. Et en France, je crois que c'est 8% ou bientôt 10% du chiffre d'affaires global sur le produit laitier qui est du lait végétal. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des entreprises qui cherchent en fait à freiner la démocratisation de ces produits, quand bien même la bataille sémantique est déjà perdue en fait. Ok. Nicolas, toi, tu as été directeur stratégie transition alimentaire chez Carrefour de 2019 à 2023. C'était
tu l'as dit, fondateur d'une grande coalition de marques. Comment tu vois l'évolution de la consommation par rapport au type de produit, par rapport à la popularisation de ces produits-là? Ce que je vois, c'est que l'énorme boom du marché qu'on a pu observer en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne aussi, hein, qui est le plus gros marché européen, il ne s'est pas encore opéré en France. La croissance, elle continue à exister, pas que en valeur, c'est-à-dire que le marché, il continue à grandir. Il continue à grandir aussi de manière mécanique, hein, avec plus d'offres, les mêmes producteurs qui font plus de produits, donc par de l'innovation. Mais il augmente aussi de manière assez surprenante. Tu as commencé en parlant de Fleury Michon tout à l'heure. Fleury Michon est arrivé sur le marché avec un tranché végétal qui est dans l'usage du jambon, on va dire, pour mettre dans des sandwichs ou ce genre de choses, dont la formulation est végétarienne, choix de leur part. Mais quand ils arrivent, eux, sur le marché, ils n'ont pas été prendre des parts de marché aux acteurs qui étaient déjà présents. Ils ont juste ouvert le marché parce que Fleury Michon, c'est juste une marque gigantesque. Hein, c'est quasiment la marque la plus connue avec Erta et Coca-Cola en France, qui est dans toutes les familles et tous les foyers. Et donc, la manière dont je vois le marché évoluer, c'est en tout cas continuer de manière très forte à travailler pour le populariser. Il reste quand même vraiment très niche aujourd'hui. Hein, il faut être assez réaliste. Et c'est l'arrivée d'acteurs de ce type-là, combinés à ce qui existe déjà, qui pour moi est une bonne nouvelle. Il y a un autre exemple qu'on ne connaît pas en France qui est Rügenwalder-Mühle. Rügenwalder-Mühle, c'est le Herta allemand, qui est juste le leader du jambon, du salami, etc. Aujourd'hui, Rügenwalder-Mühle, ils ont assez peu bougé leur chiffre d'affaires. C'est une entreprise familiale, hein, qui est là depuis genre 6 générations. Et ils font plus de 50-50 entre le végétal et l'animal. Donc c'est vraiment massif. Et c'est une marque que tout le monde connaît. Donc moi, j'espère que le marché va continuer à grandir. C'est le cas, il y va doucement. Mais d'où va venir le shift, c'est dur de l'analyser aujourd'hui. Ok. Simon, toi, avec Olala, vous proposiez des produits de la mer vegan. Et j'ai regardé la publication qui annonce la fin de l'aventure. Et c'est écrit « Difficile de prévoir si l'univers des alternatives végétales aux produits animaux seront un marché d'avenir, mais nous pouvons témoigner des résistances très fortes qui persistent chez les acteurs du food service. » C'est quoi les acteurs du food service et qu'est-ce que tu as voulu dire par là? On a pris la décision il y a 2 mois d'arrêter parce que je pense qu'on a quand même une exception culturelle française. Ce que disait Nicolas, c'est que les pays du nord de l'Europe ont accepté assez rapidement, donc les pays en gros anglo-saxons, protestants, qui sont très ouverts à des nouvelles façons de manger parce qu'ils n'ont pas la même culture alimentaire que les pays latins. Ils s'ouvrent très facilement à l'innovation et à la nouveauté, et donc ils ont absorbé cette première génération d'alternatives dans les années 2015-2020, et globalement tout le monde a été déçu. Donc ils ont ouvert les vannes. Tout le monde a essayé, et c'est un peu les chiffres que tu donnais. 4 personnes sur 10 ont déjà essayé, mais 1 personne sur 10 en achète. En gros, en alimentaire, on dit toujours l'achat, c'est important, mais le seul truc important, c'est le réachat. C'est est-ce qu'une fois que vous avez goûté une fois, vous allez retourner en acheter une deuxième fois. Et c'est ça le succès, en fait, versus les chiffres. Et juste pour compléter ce que tu dis, les statistiques, elles sont que quelqu'un qui est déçu par un produit de ce type, il met entre 12 et 18 mois à revenir acheter dans la catégorie. Ouais, et peut-être un Français, il met 5 ans, quoi. Et donc ces pays ont été globalement déçus comme tout le monde. Mais ça a pris, entre le moment où les acteurs arrivent, ils vendent à des distributeurs qui mettent ça dans les rayons, les gens les achètent, globalement ne trouvent pas ça très bon, il y en a quand même qui rachètent. Ça met 2-3 ans à devenir un genre de flop. Et aujourd'hui, moi, on vendait dans 5 pays, et les pays les plus durs sont les pays qui se sont ouverts en premier maintenant. C'est-à-dire que l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande sont complètement fermés à l'innovation dans ce domaine-là, parce qu'ils se sont fait avoir une fois et qu'ils disent « Oh là là, attendez 2 secondes, on va commencer par épurer les trucs qu'on a pris d'abord ». Et en France, bizarrement, les pays les plus ouverts aujourd'hui, c'est plutôt l'Italie, c'est plutôt l'Espagne, qui initialement sont un peu comme nous, des pays latins avec une culture alimentaire très forte, qui ont dit « Ah, on n'est pas certain ». Et maintenant qu'il y a des nouvelles générations mieux formulées, plus intelligentes, plus simples, avec des ingrédients qui donnent confiance au lieu d'avoir des ingrédients que personne ne comprend. Cette première génération, c'était ça, c'était des goûts qui n'étaient pas bons, et quand vous retourniez le paquet, en plus l'étiquette vous faisait flipper parce que les ingrédients, vous n'aviez aucune idée de ce que c'était. On ne peut pas vendre ça à des gens et personne n'a envie de manger ça. Donc il y a en ce moment une espèce de
de grands tournants, mais pour ça que je disais, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. J'en ai absolument aucune idée. Et je pense qu'en plus, il y a ce phénomène de l'alimentation ultra transformée, de over-processed food, qui a pris une ampleur assez incroyable et qui fait quand même, qui pose des limites assez claires à ce genre d'alimentation. Et moi, je dois dire que les aliments nouveaux de type mycélium de champignons, moi j'ai grande confiance en ça, parce qu'on va commencer à pouvoir avoir ce qu'on appelle le cœur d'assiette, ce qui était avant le steak, le poisson, etc. C'est-à-dire le morceau de protéines, parce que l'assiette est structurée comme ça, dans nos pays, c'est comme ça. Il faut un cœur d'assiette protéique, et ce cœur d'assiette aujourd'hui, il va commencer à pouvoir être un ingrédient unique qu'on n'a jamais travaillé, qui s'est auto-formé. Le mycélium, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une fermentation solide de racines de champignons qui deviennent une matière délicieuse, qui a un goût incroyable, et qu'on peut juste laisser se faire toute seule et mettre dans l'assiette, ingrédient unique, avec un profil nutritionnel dingue. Enfin, moi, j'ai vraiment confiance dans ce type de nouveauté, mais il faut le temps que les choses se fassent. Voilà. Et par rapport au food service, parce que je crois que la question initiale c'était ça, on a une grosse culture gastronomique en France et surtout une fermeture d'esprit à ce niveau-là. On part du principe, et j'ai envie de dire malheureusement, je sais de quoi je parle parce que je suis formé par ces gens-là, du moins j'ai été formé par ces gens-là. On est les meilleurs, on est les plus forts. La France, c'est le porte-étendard de la gastronomie, on sait tout faire, on connaît tout. Et en fait, on va pas... Alors, les nouvelles générations, on va dire qu'elles commencent. Mais tous les anciens qui sont encore en place, c'est une tannée. Moi, quand je me retrouve sur des salons, que ce soit le Sirac, enfin, dès qu'on est confronté j'ai envie de dire aux vieux chefs de la cuisine française, que tu leur parles de oh là là, que tu leur parles de Planted, que tu leur parles de faux saumon, faux steak, machin, ils te regardent comme ça, ah non, c'est pas possible. Ils ont même pas goûté, qu'ils sont déjà réfractaires et pour eux, c'est impensable de cuisiner un morceau de simili poisson, que ce soit en carpaccio, que ce soit en saumon fumé, un morceau de bœuf. Ils veulent même pas en entendre parler. Les nouveaux, ils sont ouverts, ils ont voyagé, etc. Donc, on va dire qu'on y arrive un peu plus. Mais on a cette culture de la gastronomie française qui fait que si c'est pas un truc qu'on connaît pas, c'est que ça marche pas, c'est que c'est pas bon, quoi. Et puis la dernière chose, je crois qu'il y a quand même, faut le dire, une question de prix. C'est un secteur très nouveau, donc des entreprises de petite taille, donc des petits volumes. Et quand on fabrique dans des petits volumes, bah forcément ça coûte plus cher. Et aujourd'hui, on sort de quelques années d'inflation qui ont mis la pression beaucoup sur les prix des produits alimentaires. Et aujourd'hui, il y a aussi une espèce de non-dit qui est le végétal, c'est moins cher que l'animal. Ce qui, en gros, n'est absolument pas vrai, mais dans l'esprit des gens qui vendent en restauration, qui achètent plutôt pour vendre en restauration, c'est ça. Et moi, j'ai entendu 1000 fois, bah, je veux bien du végétal, mais il ne faut pas que ça me coûte plus cher que l'animal. Et aujourd'hui, le fait est que souvent, ça coûte plus cher que l'animal. L'élevage est lourdement subventionné. Le bœuf, ça coûte à peu près zéro. Hein. Le kilo de bœuf à l'achat, ça coûte très peu cher. Et donc, c'est très difficile d'arriver avec des prix qui sont compétitifs par rapport à une industrie qui est tellement subventionnée. Sur les subventions, il y a plein de types d'élevage en France, que ce soit l'élevage de volailles, bovins, etc. Je relisais un rapport de la Cour des comptes, là, il y a 10 minutes juste avant la conf, et les subventions publiques de vos impôts qui finissent dans les poches des éleveurs bovins, donc uniquement les éleveurs bovins, uniquement en France, c'est 4,3 milliards d'euros par an. Donc on ne peut pas lutter contre ça. On a une agence qui s'appelle l'Agence Bio qui a un budget de 25 millions par an. Et le gouvernement, cette merveilleuse ministre de l'Agriculture, vient de décider de lui retirer 15 millions, et notamment 10 millions du fonds Avenir Bio, qui était le fonds destiné à donner de l'argent aux entreprises du bio qui, localement, développent le bio et font le lien entre les agriculteurs et le marché. Donc quand on voit une agence qui est censée développer le bio en France, qui est quand même plus de 10% des exploitations, donc c'est un agriculteur sur 10, c'est 25 millions, alors que l'agriculture, c'est des dizaines de milliards. C'est un peu fou, quoi. Après, sur la question du prix, aujourd'hui, si les personnes qui sont là ne sont pas restaurateurs ou restauratrices et du coup font leurs courses en supermarché, aujourd'hui, même la marge, elle n'est pas la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le système économique d'un supermarché ou d'un hypermarché, le rayon boucherie n'est pas un rayon rentable. Pas du tout, c'est un faire-venir. Parce que pour la plupart des gens qui achètent de la viande, aller dans un hypermarché où la boucherie est jolie, où le rayon fruits et légumes il est joli, bah, du coup ça donne confiance à l'ensemble du magasin. Donc du point de vue
d'un distributeur, ça vaut la peine d'investir dedans et c'est un attendu. Pour autant, aujourd'hui, la marge sur ces produits-là, je suis un industriel, je le vends à un distributeur, le distributeur répercute sa marge et vous le vend à vous, la marge est plus importante que sur d'autres produits. Florimond, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui sont inquiètes pour leur santé vis-à-vis de ces produits industriels ? Alors, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Alors déjà, c'est qu'il faut écouter les inquiétudes. Il faut reconnaître que les inquiétudes sont légitimes. J'aime beaucoup le mot que Simon a utilisé quand il parlait de génération de produits d'alternatives végétales, parce qu'effectivement, on a vraiment eu des vraies générations, des vrais gaps de qualité nutritionnelle, de qualité gustative. Et aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, il faut toujours rappeler que ces alternatives végétales sont moins saines que manger des végétaux bruts. Voilà, manger une saucisse végétale, ça sera toujours moins sain que manger des lentilles. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, il y a une double dimension, c'est que les alternatives végétales sont quasiment à 100% plus saines que les versions carnées qu'elles visent à remplacer. Et en pratique, vous ne remplacez jamais des lentilles par une saucisse végétale, vous remplacez une saucisse carnée par une saucisse végétale. Et lorsqu'on fait ce switch-là, cette opération-là, là, en termes de santé, de maladies cardiovasculaires, de cholestérol, de gras saturé, etc., là, on y gagne. Sachant que les marques végétales doivent montrer patte blanche pour se faire une place sur le marché, on leur demande beaucoup plus que les marques qui ont déjà leur réputation et qui sont déjà en rayon. Et du coup, en général, les marques d'alternatives végétales font des efforts significatifs sur la composition. Donc, vaut mieux manger brut, mais bon, globalement, lorsqu'on transitionne d'un produit carné à un produit végétal, ça reste intéressant. Non, puis la question, elle est d'où il vient le narratif autour de l'ultra-transformation de ces produits-là. C'est-à-dire que ce narratif-là, il est clairement mis dans l'agenda médiatique pour décrédibiliser ces produits. On n'a jamais vu des grands articles dans la presse sur l'ultra-transformation des pizzas Sodebo. Enfin, je veux dire, et de manière générale, les plus grosses innovations de l'année vont être les grosses innovations de Ferrero. Enfin, je veux dire, qui font des millions d'euros à chaque fois qu'ils sortent un produit. Et ces produits-là ne sont pas des produits bons pour la santé, restent des produits plaisir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Évidemment, mangeons des lentilles pour avoir des protéines, c'est ce qu'il y a de mieux. En plus, elles peuvent être facilement cultivées en France. Elles développent un terroir et un territoire économique et une agriculture locale. Enfin, il y a plein de choses positives là-dedans. Pour autant, on ne peut pas demander à quelqu'un qui se pose la question de tiens, la manière dont je m'alimente, c'est de mettre une pasta box dans mon micro-ondes pour mon repas du midi à faire du tofu. Enfin, je veux dire, il y a plein d'étapes dans la manière de changer son alimentation. Et ce reproche-là, c'est un reproche de décrédibilisation, avant toute chose. Ouais, et sur le narratif, c'est exactement ça. Moi, il y a un exemple que je prends très très souvent, c'est le cas des nitrites dans la charcuterie. Aujourd'hui, en France, on considère que les nitrites sont responsables d'environ 4000 décès par an en France. Et bon, là, on voit qu'il n'y a pas de levée de bouclier, on voit que les projets de loi pour interdire les produits nitrités ne passent pas à l'Assemblée nationale. Vos enfants mangent toujours du jambon avec des nitrites dans les cantines. C'est toujours intéressant de se projeter et de se demander si Plantid ou une autre marque végétale était responsable de 4000 morts par an en France. Est-ce qu'on les laisserait faire ? Moi, je pense que si Beyond Meat aujourd'hui tuait 4000 personnes en France par an, il serait interdit dans la minute. Et du coup, on voit que ce n'est pas le même narratif, ce n'est pas les mêmes oppositions qui se construisent. Il y a beaucoup plus d'exigences envers le végétal et on voit que ce n'est pas justifié, quoi. Et puis surtout, il y a une chose à mon sens, très importante, c'est que tu manges que des lentilles corail, que des produits transformés ou que des pizzas Sodebo, il y a un moment, tu vas avoir des carences. Donc en fait, globalement, c'est comme tout. Je pense qu'il faut manger en végétal ou en carné, pour ceux qui mangent encore carné, de tout et de manière raisonnée. Enfin, à mon sens, c'est logique que ce soit des lentilles, que ce soit de la courge, que ce soit des tomates et de saison, si possible, surtout. Mais voilà, c'est sûr que si tu ne te nourris que de produits simili-carnés transformés, oui, tu vas avoir des problèmes, c'est évident. Je crois que c'est ça la voie de la sagesse, au fond, c'est que il faut surtout que vous soyez rassurés sur les questions nutritionnelles en général. Pour la bonne et simple raison que c'est important la nutrition, mais ce n'est pas si important que ça. C'est-à-dire, comme disait Willy, si vous faites Super Size Me et que vous mangez au McDo 7 fois par semaine, c'est un problème.
La seule règle vraie en nutrition qui est à peu près acceptée par tout le monde, c'est qu'il faut manger diversifié, plutôt du végétal et plutôt pas beaucoup. Voilà. Vous mangez pas beaucoup, du végétal et diversifié. Le reste, vous faites à peu près ce que vous voulez. Ça se passera bien. De toute façon, il n'y a pas plus important. Il vaut mieux que vous mangiez n'importe quoi, que vous fassiez 1 heure de sport par jour, que de manger remarquablement et de jamais bouger. Voilà. Non, mais une fois qu'on sait ça, ça relative sa nutrition un petit peu. Nicolas, j'ai une question pour toi. Comment on peut évaluer la sincérité du combat affiché par certaines grandes marques quand on voit qu'il y a certains choix, comme celui de Apivore, de rajouter du fromage animal après avoir longtemps affiché du 100% végétal? Est-ce qu'on peut faire confiance aux marques? Je pense que déjà, ça dépend de quelle est la motivation intrinsèque à avoir fait ça. Au sens où les raisons pour lesquelles les gens transitionnent vers l'alimentation plus végétale, elles peuvent être multiples. Beaucoup de personnes qui ont évidemment une alimentation végane, c'est parce qu'ils se sont posé la question de la condition animale et que c'est quelque chose qu'ils veulent exclure au maximum de leur quotidien. D'autres personnes rentrent par ces questions-là pour des raisons de santé, d'autres pour des raisons environnementales. Et du coup, sur le pur plan environnemental, par exemple, avoir une alimentation globalement végane à végétarienne avec des écarts reste pas du tout une catastrophe et plutôt quand même un bon move. Et si on le prend d'un point de vue altruiste efficace, j'ai envie de me poser la question de comment réduire le nombre d'animaux qui sont tués chaque année. Une majorité de gens qui entament cette transition-là reste ce qui a le plus d'impact et le plus efficace. Sur la question du coup de l'honnêteté de la démarche, Apivore est plutôt une marque qui a toujours défendu la dimension environnementale dans la manière dont ils ont en tout cas positionné même dès le départ sur leur levée de fonds, etc. Et pas forcément avec une optique condition animale. Donc de ce point de vue-là, je comprends qu'il y ait des consommateurs et consommatrices et des fans de la première heure qui soient déçus. Pour autant, j'ai pas l'impression qu'ils se trahissent tant que ça. Et est-ce qu'ils font avancer la cause en faisant ces produits-là? Je ne suis pas persuadé à 100%, mais ce n'est pas une attente qu'on a face à Ben & Jerry's ou Doc Martens. C'est là aussi où je pense que, en tout cas, ça reste un avis tout à fait personnel et je comprends qu'on ne le partage pas. Je porte des Doc Martens vegan, je pourrais me dire « Ah, mais c'est une marque qui fait du cuir, ça n'a aucun sens ». Pour autant, je trouve que avoir une multiplicité d'acteurs, quelle que soit leur motivation, qui arrivent à faire bouger ce marché-là de manière massive, et c'est plutôt quelque chose qu'ils ont réussi à faire, je trouve, en exécutant très bien en magasin, en multipliant les offres, fait avancer le sujet au global. Après, par rapport à ce que tu dis, Doc Martens, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont fait du cuir et ils ont fait du végétal. Et là, Apivore a fait du végétal et là, ils arrivent au végétarien. Moi, pour les côtoyer régulièrement, honnêtement, moi, je suis resté vraiment sur les fesses, pour pas dire autre chose. Surtout qu'ils ne sont pas allés dans un produit où tu te dis, ouais, ok, il n'y avait pas d'alternative. Tu vois, c'est pas qu'ils se sont dit, on va dans un fromage qu'en végétal, il n'existe pas et on n'a pas le choix. Et désolé, les gens, ils sont partis sur du chèvre et de la mozza, quoi. Enfin, aujourd'hui, ne serait-ce que J&Joy ou même les nouveaux affineurs, ils leur auraient fait du chèvre ou de la mozza. Si vraiment ils avaient eu envie de faire un produit comme ça, fromage. Donc, en fait, ouais, effectivement, ça continue à faire avancer le truc, mais moi, je trouve que c'est quand même, malgré tout, faire 2 pas en arrière. Alors après, est-ce que c'est de la stratégie en interne sur lesquelles on n'est pas au courant? Est-ce que les décisionnaires n'ont pas changé aussi? Enfin, c'est quand même bizarre, quoi. Plus largement sur la question qui est est-ce qu'on peut faire confiance aux marques, je crois que l'histoire a prouvé que non. En fait, l'idée c'est quand des gens vous vendent des choses pour que vous les achetiez, vous pouvez a priori pas leur faire confiance. Enfin, en tout cas, ça me paraît sain de ne pas faire confiance a priori. On trouve du cheval dans les lasagnes de Spanghero, on s'aperçoit que Nestlé filtre sa flotte. Je veux dire, pourquoi on ferait confiance ? Ça me paraît plus sain de a priori pas faire confiance et demander à ceux qui vous vendent des choses de démontrer qu'ils méritent la confiance qu'on peut leur faire. Mais a priori, je pense que l'histoire a montré qu'on n'a aucune raison de faire confiance à ceux qui essaient de nous vendre des choses, que ce soit l'alimentation ou le reste d'ailleurs. Non, en tout cas, j'entends le point. Moi, la question que je me pose en tant que vegan, ayant travaillé dans la grande distribution avec plusieurs industriels, de comment faire en sorte pour que ça devienne grand public
Et même si peut-être c'est pas politiquement correct, et d'ailleurs ça a changé derrière, pour moi, quand Erta lance Erta le bon végétal, même si c'est les leaders du lardon, et même s'ils le font par arrivisme économique, pour moi, je suis convaincu que ça fait bouger les choses de manière massive. Parce que c'est une marque qui est dans le frigo de tous les gens. Tous les gens, quoi. Non, mais j'entends ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, à quel moment il faut avancer les choses avec un panier au fromage? Il y en a 400 000 sur le marché. C'est-à-dire, eux aujourd'hui, ils étaient les leaders français du végétal. Ils sont chez Métro. Enfin, il y a très peu de marques qui sont chez Métro. Même La Vie n'a pas réussi à y rester. Pourtant, La Vie, en termes de marketing et tout ce qu'on veut, ils sont là. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel métro de France, tu ouvres le congélateur du végétal, tu as Apivore. Donc, ils étaient brandés végé, vegan, tout ce que tu veux. Là, je trouve que faire ce qu'ils ont fait, c'est soit une question juste de choix stratégique pour dire, bon ben voilà, on va répondre, mais aux végétariens. Mais les végétariens peuvent le manger, le fromage, aussi bien le fromage de vache que le fromage végé. Donc, moi, honnêtement, aujourd'hui, je ne comprends pas la stratégie de Apivore d'aller mettre un fromage de vache dans leurs produits. Enfin, pour moi, c'est trahir complètement les gens qui se disaient ouais, Apivore, c'est la référence, c'est français, blablabla. Là, c'est un peu. Peut-être pour avancer dans la discussion, on m'entend moins, non ? Non, c'est bon. Pour avancer dans la discussion justement sur la responsabilité des marques, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des revendications sur la transparence par exemple et sur la qualité nutritionnelle, l'impact écologique? Est-ce qu'il ne faudrait pas imposer quelque part un genre de Nutri-Score autour de ces enjeux-là? Est-ce qu'il faudrait changer la loi? Enfin voilà, comment on fait évoluer la transparence et la responsabilité des marques? Ça, c'est un sujet qui est hyper compliqué parce que déjà, on le voit avec le Nutri-Score, hein, le fait de synthétiser en un seul score des caractères nutritionnels qui sont multidimensionnels, etc., c'est déjà très compliqué. Il y a le Planet Score qui se répand petit à petit, mais pareil, c'est très compliqué. Il y a des questions de biodiversité, il y a des questions de transformation et d'ultra-transformation, il y a des questions de rétribution des producteurs, de la répartition des plus-values tout le long de la chaîne de valeur, etc. Aujourd'hui, il faudrait 50 scores sur tous les produits pour avoir une vision un peu globale, donc c'est un peu compliqué. Et c'est là où les marques doivent sortir leur épingle du jeu en justement arrivant à convaincre les consommateurs de ce qu'eux ont en plus comparé à leurs concurrents. Donc pour le coup, là, c'est un job que les marques ont à faire. Non, mais je suis d'accord. On ne peut pas multiplier. Enfin, tout le monde se plaint que les labels sont illisibles, qu'il y en a trop, que c'est très difficile de s'y retrouver. Et c'est vrai. Même aujourd'hui, dans le monde du bio, entre le AB qui reste le label que tout le monde connaît, c'est le plus reconnu de tous les labels alimentaires. C'est 93% des consommateurs qui reconnaissent ce label-là. Tout le monde essaie d'utiliser la feuille européenne. Ça fait maintenant 20 ans que les marques mettent maintenant le AB avec la feuille à côté. Enfin, donc ça n'a aucun sens, cette multiplication de labels. Il n'y a pas de solution finalement. Et on peut espérer que ceux qui s'y intéressent lisent les paquets, parce qu'au fond c'est ça le truc. Si ça m'intéresse et si j'ai envie de savoir ce que je mange, je lis le paquet, je regarde ce qui est écrit dessus. Et moi ce qui me choque le plus, c'est qu'on demande aux marques qui vendent en hypermarché, en supermarché, en magasin, d'être le plus précis possible, de mettre des labels, de justifier d'un Planet Score, d'un Nutri-Score, etc. Vous allez dans un resto, mais personne ne vous dit ce qu'il y a dans votre assiette. Et surtout, n'allez pas le demander au restaurateur, il va vous engueuler en vous disant « Vous croyez que je fais mal mon métier ?» Comme si, au fond, de demander ce qu'on nous sert, c'était insulter le gars qui vous le sert. Et moi, c'est ça qui me scandalise, c'est que ces gens-là, enfin tous les restaurateurs qui devraient être ce qu'on appelle des rôle modèles, en fait, ceux qu'on regarde, parce que c'est eux qui sont les chefs. Mais jamais ils vous diront ce qu'ils mettent dans leur assiette. Dans 99% des cas, un restaurateur n'affiche jamais l'origine de ses produits. Pour moi, c'est un peu ça le problème. Et d'ailleurs, les restaurateurs en France traînent des pieds pour végétaliser leur carte. Donc, Après, pour répondre à ta question, effectivement, l'obligation d'un affichage environnemental a été une réglementation européenne qui est censée décliner dans la réglementation nationale avec des évolutions. C'est une manière de le faire. Le Nutri-Score, il a ses limites, mais il reste quand même un indicateur simple, non obligatoire quand même. Donc, et on voit bien que le Nutri-Score, il évolue. C'est-à-dire que la méthode pour calculer, pour être vert ou rouge, est en train d'évoluer. Donc, certains produits qui étaient A sont en train de se retrouver B ou C. Et bizarrement, le Nutri-Score, il disparaît et il n'est plus là où il est à l'arrière du paquet. Mais ça reste un indicateur totalement perfectible, je suis complètement d'accord. Il a plein d'aberrations dedans, mais il a le mérite de la simplicité pour les consommateurs et les consommatrices. Après, pour moi, un autre gros levier réglementaire, c'est celui de la commande publique.
Clairement, enfin, je veux dire, aujourd'hui, Egalim impose au moins un repas végétarien dans les cantines publiques, potentiellement une alternative végétarienne obligée. Je veux dire, passons-le à 2, passons-le à 3, allons-y. Enfin, je veux dire. Egalim, c'est 20% de produits bio dans les cantines de vos enfants, on en est à 6%. Donc on est très très loin du compte. Et ça progresse pas beaucoup. Il faut savoir qu'un repas dans une cantine, c'est moins de 2 euros. Et donc la plupart des cantines n'ont pas les moyens de s'acheter la nourriture bio qui devrait servir aux enfants, si ce n'est des céréales et des yaourts blancs, quoi. Voilà. Je te passe la parole. Juste après, on va prendre des questions. Donc si vous en avez en tête, faites-moi signe juste après la prise de parole de Willy. Et Egalim, c'est une catastrophe en vrai. Parce que les 3/4, ça les emmerde de le faire, ça les intéresse pas, ils savent pas faire. Comme ça les intéresse pas, ils ne s'y intéressent pas. Enfin, ils vont pas faire de recherche pour comprendre comment on fait du végétal, etc. Donc, ils vont au plus simple. Les 3/4 du temps, c'est des boulettes toutes prêtes, des falafels. Enfin, moi, le nombre de fois où j'ai vu végétarien et il y avait du poisson, mais tu as envie de dire, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Enfin, Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la restauration collective aujourd'hui, il n'y a plus de compétences de cuisinier. Quasiment plus, c'est terminé. Et pas que dans la collective. Hein. Vous n'avez plus que des gens qui ouvrent des paquets et qui font réchauffer des choses. Quand on a tous entendu des exemples de communes où il y a un chef ou un cuisinier formidable qui a pris la responsabilité d'aller chercher des agriculteurs locaux, de sourcer localement des produits, de faire lui-même les préparations. Et quand vous faites ça, vous avez assez d'argent pour le faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de compétences, il n'y a plus de cuisiniers de métier qui sont dans les écoles, qui sont dans les hôpitaux. Et donc, vous n'avez que des gars qui reçoivent des paquets, qui ouvrent et qui réchauffent. Mais c'est aussi l'agroalimentaire qui a poussé ça. Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte, tu vas chez Métro, Transgourmet, Pomona, qui vous voulez, vous n'êtes plus obligé d'être un cuisinier. On vous livre les carottes déjà râpées, on vous livre les oignons déjà coupés, on vous livre la sauce, elle est prête. Enfin, aujourd'hui, même dans un restaurant, tu peux... Moi, j'ai fait les courses avec mon associé là pour les IS. Je lui ai dit, tu pourrais le faire sans moi. Regarde, t'achètes ça, 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 ça. Je te montre comment on roule le kebab et j'ai envie de dire, roule ma poule. Aujourd'hui, c'est aussi ça qui fait qu'au-delà de toute la problématique liée à la restauration et à la formation et à l'envie des mecs d'aller faire de la cuisine, parce qu'on ne va pas se mentir, ça reste quand même un métier difficile. Pourquoi? Tu n'as plus besoin, tout est déjà prêt. Pour revenir sur cette question des alternatives végétariennes et pas véganes, au-delà du côté éthique que nombreux d'entre nous ne cautionnent pas, est-ce qu'on a des chiffres sur est-ce que c'est plus accepté, est-ce que c'est meilleur, est-ce que ça marche mieux peut-être dans les rayons ou pas? Parce que comme Papivore, ils disent on va chercher les gens qui ne vont pas forcément vers les alternatives véganes. Mais comme disait Willy, leurs merguez et leurs chipots, elles sont excellentes parce qu'il y a un vrai travail sur un truc vegan. Tandis que les pavés au fromage, que j'ai pas goûté, ça donne pas envie, quoi. Je pense que tout le monde pourra compléter, etc. Mais juste une petite anecdote sur l'acceptabilité des produits végétariens versus vegan. Il y a quelques années, il y avait Bordeaux Chanel qui avait lancé ses rillettes vegan, du coup. Et ils avaient fait des tests dans plusieurs magasins, même boîte, même produit, même compo, à 100%. Sauf que l'une avait le label vegan et l'autre avait le label végétarien. Et ils avaient fait les tests avec des magasins où il n'y avait que des boîtes avec le logo vegan et des magasins avec que des boîtes avec le logo végétarien. Le logo végétarien, c'est super bien vendu. C'est sain de manger végétarien. Bon, végétarien, pourquoi pas. J'ai eu un gros week-end, j'ai pas mal picolé. Je vais me manger un truc végétarien, ça sera bien. Alors que le truc vegan, je ne suis pas vegan, je ne peux pas en acheter. Il y avait vraiment les deux analyses pour un produit qui avait la même composition. Voilà, et puis... Et du coup, on voit qu'aux yeux des consommateurs, c'est pas du tout la même perception. Et ça, c'est un truc qui ressort de pas mal de sondages, que végétarien, c'est healthy, ça permet de prendre soin de soi, etc. Alors que vegan, c'est tout de suite c'est très extrémiste, très dangereux. Alors qu'au final, il y a assez peu de différence. Et quand tu demandes aux gens, qu'est-ce qui concrètement, dans les œufs ou dans le lait, justifierait une telle différence de perception, il y a assez peu de réponses convaincantes. Donc il y a vraiment dans l'imaginaire collectif, en tout cas, une perception qui est très différente d'un aliment vegan, d'un aliment végétarien. Moi, pour faire clair, je ne dis plus vegan. Voilà, je dis végétal. Parce que du coup, c'est lambda, ça passe pas. Enfin, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais c'est vrai que dès que je dis le mot vegan,
déjà, ça ferme les portes, mais surtout, j'ai l'impression presque de dire un mot, je sais pas, terroriste ou je sais pas quoi. Enfin, je l'ai vraiment touché du doigt cette semaine-là aux IS. Je vous en parle parce que c'est hyper frais, c'était fini hier. Mais vraiment, c'était 100% végétal sur notre carte. Parce que si tu marques 100% vegan, les gens, ah non, non, désolé, je suis pas vegan. Mais on s'en fout, goûte juste. Si c'est pas bon, tu manges pas. Mais si c'est bon, tu manges. C'est mort. Si tu dis vegan, c'est mort. En tout cas, clairement, sur le comportement d'achat, il est vrai en restauration et il est aussi vrai en supermarché. Le fait de végétarien a une perception plus positive que vegan. Pour autant, végétarien a une perception moins positive que 100% végétal. Et quand c'est marqué sur un rayon, aujourd'hui, ça a plutôt tendance à freiner l'achat. Rassembler l'ensemble des offres au même endroit et ce qui marche le mieux, quand Beyond Meat s'est lancé aux États-Unis, ils se sont mis dans le rayon viande, à côté du rayon viande. Tous les tests que j'ai pu faire de cela ne fonctionnent pas pour une raison qui est assez simple. Si vous allez dans un supermarché ou un hypermarché, c'est la question de la taille du rayon. C'est-à-dire que le rayon viande, le rayon charcuterie, il est gigantesque. Il fait entre 10, 20, 30, 40 mètres de long. Et vous allez vous retrouver avec 2 pauvres portes réfrigérées au bout que personne ne va voir. Donc, et encore 2, c'est bien. Mais en tout cas, rassembler l'offre en l'étiquetant pas végétarien ou vegan, mais le coin végétal est ce qui marche le mieux. Et aujourd'hui, tous les tests qu'ils ont pu faire, ils ont les mêmes résultats en Suisse, où Migros est le gros distributeur, avec un pays qui est un peu plus végé-friendly et un peu moins anti-vegan que ne l'est la France. Et les résultats sont les mêmes. Aujourd'hui, on n'arrive pas à recréer ce qui a marché aux États-Unis, de mettre la viande alternative à côté de la viande et que les résultats de vente soient bons. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Même en Allemagne, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Vous parliez du végétal juste avant. Est-ce que c'est pas un mot un peu tiroir où des gens vont se cacher aussi derrière et finalement pas forcément toujours proposer quelque chose soit de végé, soit de vegan? Je parle d'expérience parce qu'on a eu justement une cuisine dite végétale et finalement quand on est allé un petit peu chercher derrière, il n'y avait rien de vegan. La problématique, c'est à qui tu as affaire en fait. Si tu vas dans un resto, j'ai envie de dire tradi et qui va te dire végétal, ouais, il va falloir que tu poses des questions, c'est évident. Moi, pour y être confronté régulièrement, parce que c'est mon boulot, et quand je vous disais tout à l'heure, la crèche, l'école qui te marquait menu végétarien et qui avait du saumon, ben là, c'est pareil. Il te dit 100% végétal, et quand tu regardes la composition du plat, il y a de la crème ou du lait. Attendez les gars, la crème et le lait, ça pousse pas dans les arbres, donc c'est pas végétal. Donc ouais, effectivement, là où tu vas aller manger, il faut aller plus loin que juste le végétal. Effectivement, que ça reste la porte ouverte à tout. Mais encore une fois, je le redis, ça va dépendre de là où tu es, ouais. Du restaurant dans lequel tu es. Ouais. Et il faut aussi rappeler que les termes végétal, veggie, végé, ce sont des termes qui ne sont pas protégés aujourd'hui. Il n'y a pas de cahier des charges pour pouvoir les utiliser. Donc tu peux en effet faire une crème fraîche veggie. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de définition officielle du gouvernement en France de ce que veut dire veggie et de ce que ça implique en termes de composition. Mais en vrai, même vegan. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'aller manger dans des endroits où le mec, il te marque vegan et quand tu lui poses la question en fait, il ne sait pas ce que c'est. Et il a mis vegan parce que tu as une galette, de légumes dans ton burger, mais le pain, il a des œufs et du lait, le fromage, c'est du vrai fromage, et c'est une mayo classique. Tu te dis, attends, c'est pas juste parce que tu as mis une galette de légumes que ton burger il devient vegan. Donc, c'est toujours pareil, encore une fois, c'est là où on mange et voir si c'est vraiment maîtrisé par le restaurateur. Ouais. Mais je pense qu'en tout cas, pour moi, il y a 2 questions là-dedans. Il y a celle de la personne qui a une alimentation végane et qui cherche à s'en assurer. Des labels comme le V-Label, par exemple, porté par Proveg, énorme ONG allemande, sont des éléments de réassurance, auraient tout à fait leur place à l'arrière dans le back label pour être sûr que ce que tu manges est bien végétarien ou vegan si c'est ce que tu cherches à avoir à 100%, comme pour les personnes qui veulent du 100% sans gluten parce qu'ils sont cœliaques. Après, l'autre question que je trouve qui est importante de se poser quand on a envie de faire avancer la transition vers une alimentation plus végétale, c'est quoi la bonne manière d'aller chercher les 98,5% des gens qui ne se posent pas cette question, quoi. Et pour moi, entre guillemets, whatever works, quoi. Ce qui est le plus efficace, c'est juste là où il faut aller.
Si c'est Fleury Michon qui met pour l'instant, et en espérant qu'il change l'année prochaine, un peu d'œuf dans son truc, mais qui touche d'un coup 10 millions de familles en France, bah pour moi, ça a fait un pas. Et c'est une très belle avancée. Pour quelles raisons ils le font? Est-ce que c'est pour augmenter leur chiffre d'affaires? Est-ce que c'est pour baisser leur empreinte carbone? Du point de vue de Carrefour, par exemple, un des plus gros leviers, c'est la pression environnementale sur l'empreinte carbone de l'enseigne, qui est le meilleur moyen, et la lutte contre la déforestation, de faire accélérer la transition vers une alimentation plus végétale du point de vue de l'enseigne. Donc il est où le bon trigger pour aller faire bouger les structures? Je trouve que ça, c'est vraiment une question de fond. Et pour revenir à la question du début, et je pense qu'en soi, on a plutôt un parterre de gens convaincus, un steak un peu trop transformé, si c'est le bon outil, allons-y. Et après, plus tard, cuisinons des lentilles. Tout est tous ensemble dans un monde non transformé et 100% végétalien. Mais en attendant, il y a quelques étapes avant d'y arriver. Je vais vous redonner la parole une dernière fois sur peut-être une idée forte à retenir sur comment on peut faire avancer le végétal, le véganisme. Oula. Bah, il faut que c'est pas compliqué, hein. Il faut que ce soit bon, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a que ça. C'est encore la première raison pour laquelle les gens choisissent leur alimentation, c'est le goût. Donc il n'y a rien à faire. Tu me l'as enlevé de la bouche. Désolé si c'était bon, mais non, il faut que ce soit bon. Voilà. Est-ce qu'on peut apporter les dégustations, s'il vous plaît? Je ne sais pas si on m'entend. C'est bon? Merci. Moi, en tout cas, je peux que aller dans ce sens-là, hein. Le plus grand ennemi de la transition vers une alimentation plus végétale, c'est pas le lobby de la viande, c'est pas le lobby du lait, c'est pas les industriels, c'est la mauvaise alimentation végétale. Ça, vraiment, je veux dire, Et après, je trouve que l'alimentation comme outil de empowerment ou empouvoirment, comme on veut le dire, est un truc vraiment hyper puissant. Je veux dire, c'est quand on se pose la question de se sentir complètement dépassé à l'échelle individuelle par la dimension systémique et politique des crises qu'on a en face de nous, environnementales, sociales, démocratiques, politiques, qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Est vraiment un endroit où ça a vraiment un impact. Je veux dire, même c'est 20, 25%, 15%, selon si vous prenez beaucoup ou pas l'avion, de votre empreinte à titre individuel. C'est un vrai endroit de convivialité où vous pouvez inviter des gens à votre table et leur montrer que rentrer un peu plus de ça dans leur quotidien, bah en fait, ça va juste être cool et ça va être joyeux. Du coup, pour moi, c'est ça le mot de la fin. Il faut continuer à lutter de manière systémique et continuer à le faire aussi à notre petite échelle d'individu parce que c'est un endroit où on peut le faire, vraiment. Ouais, vous pouvez faire passer, hein. Allez-y. Ouais, vous faites déguster. Il y a une autre chose pour ce qui est de manger des légumes, c'est que moi j'entends le plus souvent, mais tellement souvent des gens dire, moi je ne mange pas de légumes parce que je ne sais pas les cuisiner. Et l'autre jour, j'entendais une conférence d'un gastro-entérologue qui disait, et j'ai trouvé que c'était très, je m'étais jamais posé la question de cette façon-là. Il disait la différence entre un steak et une aubergine, c'est que un steak, vous le lancez dans la poêle et ça cuit tout seul. Une aubergine, ça ne va pas être possible. Vous allez devoir faire quelque chose sur cet élément que vous avez acheté avant qu'il soit mangeable. Et la raison pour laquelle ça se passe comme ça, c'est que quand vous étiez un chasseur, l'animal il pouvait s'enfuir, tandis que l'aubergine, elle ne va jamais s'enfuir quand vous allez la chasser. Et donc elle doit porter en elle toutes les défenses qu'elle va pouvoir avoir pour se prémunir contre l'agression. Et c'est pour ça que les végétaux, c'est compliqué. Parce que les végétaux, ça demande à être cuit, à être transformé, à être préparé. C'est plus long. Donc là, pour sauver l'alimentation végétale, il faut juste que chacun de nous passe un peu plus de temps en cuisine. Voilà. Vous savez, moi, quand j'avais mon restaurant dans le sud à Nice, le Vegan Gorilla, j'avais souvent, on me disait, oui, Willy, on te voit jamais aux manifestations. Nous, on avait Marineland, hein, donc Sea Shepherd, ils étaient très, très, très chauds chez nous. Enfin, chez moi, du moins. Et je leur disais, mais les gars, ça fait en moyenne à peu près 17 heures par jour dans mon resto, donc j'ai pas trop le temps d'aller faire des manifs. Mais surtout, je milite dans l'assiette. Et en fait, souvent, quand on me demande de me décrire en un mot, j'en donne 3. Je donne le goût, le goût, le goût. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus important que quand vous mangez quelque chose, que ce soit bon. Mais que ce soit du carné, du pas carné, du légume. Enfin, si je vous fais un plat de lentilles juste cuit à l'eau comme ça, vous allez me dire, ouais, pas ouf les lentilles. Maintenant, si je vous fais des lentilles corail avec du gingembre, du lait de coco, là, vous allez me dire, ouais, c'est bon les lentilles. Et je rejoins ce que tu disais, c'est qu'il faut cuisiner en fait. Il faut prendre le temps de cuisiner l'ingrédient, l'aliment, peu importe. Et
et le faire découvrir et le faire goûter aux gens. Moi, j'avais souvent des gens qui me disaient « Ah non, moi, les choux de Bruxelles, je déteste ça. » Et je leur disais « Ok, je vous en donne un. Vous le goûtez, vous me dites. Si vous en voulez pas, j'en mets pas dans votre plat. Mais goûtez-le d'abord. » Bah, 90% du temps, les gens me disaient « Oh ouais, ils sont trop bons, vos choux de Bruxelles. » Et je leur mettais dans l'assiette. Mais encore une fois, il faut travailler le produit. C'est sûr que si on prend le chou de Bruxelles, qu'on le plonge dans l'eau et qu'on le sert, c'est pas ouf. Maintenant, si on qu'on le laisse refroidir dans une eau pendant plus d'1 heure et demie, bah, il va perdre son amertume, qu'on le caramélise avec une sauce soja. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et là, forcément, ton chou de Bruxelles, il n'a plus le même goût, quoi. Voilà, il faut cuisiner, en fait. Et il faut démocratiser les savoirs culinaires pour que ce soit facile de manger bon partout. Parce que tous les vieux véganes le savent, nous, on mange des trucs bons chez nous. Parce qu'on sait faire, on a appris à faire. Typiquement, les choux de Bruxelles, ça fait partie des redécouvertes classiques. On est tous très heureux de redécouvrir les choux de Bruxelles et de se rendre compte que, bon, en vrai, un chou de Bruxelles, ça n'a pas le goût du chou de Bruxelles qu'on mangeait à la cantine quand on était petit. En vrai, c'est pas ça. Mais ensuite, la question, c'est quand on va manger chez des amis, quand on va manger chez la famille, quand on va manger au resto, là, on est bien seul. Hein. Et pour avoir des amis qui ont été hospitalisés, pareil, cette année, bon, ça a été courageux, hein, parce que le pain sec et l'eau, ça va 5 minutes, quoi. Donc voilà, il y a une grosse formation à faire au niveau des chefs, et puis ça va avancer dans la bonne direction. Super. Eh ben, c'est vrai qu'on a beaucoup mis dos à dos alimentation saine, produits industriels. Et moi, je dirais que faire l'apologie de l'un ou de l'autre n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et d'ailleurs, sur cet événement, vous trouverez les deux. Parce que du coup, moi, je fais partie des Marmites du Turfu. On a organisé cet événement-là. Ça nous semblait important à la fois de montrer qu'il y a des acteurs locaux, qu'on peut cuisiner soi-même, mais aussi qu'il y a une diversité de produits qui existe et que dans les grands magasins, on trouve aussi certains produits et que être vegan, au final, c'est alterner peut-être entre ces deux modes de consommation. Voilà pour mon mot de la fin qui clôture cette table ronde. À 18h, on vous a promis une annonce. Est-ce que Cédric est là? 2 annonces. Ah, dans 2 minutes. Eh ben. Et juste une petite information pour Vegan qui est dehors avec son truck. Je vous ai fait le steak planted en dégustation. Et si jamais vous avez apprécié, vous avez la possibilité de le manger en entier. Je sais qu'elle le propose ce soir dans le truck. Voilà. Et pour finir sur le steak planted aussi, je faisais Noël avec mes parents dans le centre de la France ce Noël, le Noël dernier. J'ai ramené des steaks planted et mon père a été convaincu. Donc si mon père a été convaincu, vous le serez facilement. Est-ce qu'il y a d'autres annonces, des trucs à dire? Zoé, non? Je sais pas. Peut-être dire que la prochaine conférence est à 18h30. Ok, avec un format un peu spécial, du coup tu veux peut-être en parler Je ne suis pas au courant de tout, mais je sais qu'il y a une table ronde autour de 6000 poissons, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, enfin les produits de la mer. Et normalement, je vais faire, vous savez, comme on voit à la télé quand il parle et qu'il y a le cuisinier qui cuisine derrière, bon, on va faire la même chose. Et je vais préparer une petite bouchée en même temps que les copains vont vous parler. Si j'en profite, je fais une dernière petite annonce, même si je l'ai faite au début. On organise un festival ici même du 22 au 24 août qui s'appelle Fluctuation, où l'alimentation sera végétale et où on va faire la grosse fête et réfléchir toutes et tous ensemble de 7 à 77 ans et même avant aux questions de transition écologique, de justice sociale, de démocratie, en ramenant un bateau là-bas devant qui sera aussi un des éléments centraux de cet événement. Donc on vous y attend nombreux et nombreux et on sera ravis de faire la fête avec vous à Strasbourg. à 20h30. Dans la soirée, il y aura les Parapluies Strasbourg qui vont faire une... non. Les Parapluies Strasbourg, ils font une comédie musicale improvisée. Du coup, ce sera ici même, 20h, 20h30, je ne sais plus. Est-ce qu'au niveau vidéo, on peut lancer? Tac, est-ce que Cédric est là? Yes, rapproche-toi Cédric. Donc en fait, on a vu qu'il y a des trucs qui se tramaient sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit à Cédric, viens annoncer en exclusivité au Festin du Turfu, puisque la communication numérique arrivera demain. Voilà, je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Cédric Mincato, le fondateur de Velichous,
le restaurant-pâtisserie pour ceux qui connaissent, je pense. Je vais laisser les autres se présenter aussi. Donc moi c'est Léna, co-gérante Velicious avec Cédric. Et je le micro à Aurélie. Sorry. Voilà, donc sans acouphènes. Moi c'est Aurélie et j'ai été pâtissière à Velicious pendant 7 années. Moi c'est Lydiane et j'étais la chef pâtissière du restaurant Velicious du coup pendant plus de 6 ans. Je ne sais pas si vous êtes abonné aux super réseaux sociaux de Velicious. Ouais, j'en ai entendu. Donc vous avez dû voir le phénix, je pense. Tout le monde sait ce que c'est le phénix, hein, renaissage de ses cendres et tout ça. Donc vous l'avez compris, on est même après ce qui nous est arrivé. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, on a ouvert en 2015 et on a eu des problèmes avec la copropriété après quelques mois. Et puis après 8 ans de procès, on a dû fermer le restaurant à cause des voisins. Donc ça a été un petit coup dur. Et on a eu beaucoup de gens qui nous ont forcément dit de se relancer. Donc au début, on était moyen chaud parce c'était un coup dur, quoi. Et on est super chaud de se relancer. Et donc on a décidé de relancer un crowdfunding qui vient d'être publié cet après-midi. Voilà. Et on est déjà à 4 000 €. Donc on demande 50 000 € pour lancer le projet. Donc voilà. Si vous êtes chaud et chaude de contribuer, vous pouvez le faire sur le site www.velicious.fr, c'est ça? Et le projet? Ouais. Donc le projet, Donc voilà, donc cette année on revient en force parce qu'en fait on s'associe donc avec Lydiane et Aurélie qui font partie de l'équipe depuis très longtemps. Et donc le projet cette année c'est de lancer vraiment un salon thé pâtisserie, mais vraiment concentré sur la pâtisserie vegan à Strasbourg. Et avec ça, on espère vraiment que ça va rebooster, ça va fonctionner comme avant. On veut refaire un service traiteur. On aimerait aussi, donc ça c'est le plus grand projet, faire des cours de pâtisserie vegan à Strasbourg. Donc tout ça, ça va être mis en ligne demain, mais comme là c'est l'avant-première, voilà, vous êtes les premiers à être au courant. En tout cas, on a vraiment besoin de vous, alors merci déjà. Et c'est bon. Ouais, en gros, on a fait une vidéo trop stylée avec Georges Lucas notamment, qui est apparemment vegan, qui nous a fait un petit prix. Et vous la verrez avec le son, du coup, sur le site, quoi. Et donc c'est ça. On a choisi la plateforme qui s'appelle Bluebees. Donc c'est une plateforme éthique en fait de crowdfunding. Et l'objectif, comme dit, premier, c'est de lever 50 000 €. Il y a un deuxième palier à 55 000 € et le troisième palier, c'est à 60 000. Donc je vous laisse découvrir à partir de demain. Et pour le projet, donc je ne sais pas si ça t'a dit, mais en fait, on a décidé de s'associer en fait avec Lydiane et Aurélie. Donc on sera les 4 associés dans le projet. Et donc on est l'équipe de choc. Yes, trop bien. Et merci beaucoup. Et puis on compte sur nous, on compte sur vous, et on va essayer de participer tous ensemble au fait qu'il y ait plus d'endroits où on peut manger végétal sur Strasbourg. Et c'est vrai que des pâtisseries, tout ce qui est viennoiserie, pâtisserie, etc., c'est moins commun. Donc au nom des marmites du Turfu, on trouve ça super. C'est une super nouvelle pour Strasbourg. Voilà, merci à tout le monde. On compte sur vous, merci.